mon pilier en fait dans ma stratégie, c'était de bosser avec Asher, parce que c'est avec Asher que j'avais appris, qui m'avait appris les bases, etc. Donc pour moi c'était normal. On travaille aussi avec Amazon Prime, on travaille aussi avec Disney, etc. Marvel aussi plus récemment. C'est des montants qui sont conséquents, donc c'est des activations que tu fais peut-être 1 ou 2 fois par an, mais c'est des choses qui sont vraiment super à organiser parce que tu peux aller vraiment très très loin. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui est commit, tu peux même faire changer le script. En fonction de ce que tu veux faire. Le nombre d'influenceurs avec qui on a dû dire non parce que les mecs étaient en mode ah bah si, moi je veux juste un virement en USDT, bah ta facture. Mais en fait il y a plein de créateurs qui communiquent en anglais, qui sont un peu partout, on sait pas trop où, et qui pour le coup eux sont soumis à très peu de règles. Et donc en fait là t'as beaucoup de dérives. Vous, du coup, comment vous sélectionnez les influenceurs avec lesquels vous allez travailler? Parce qu'en gros, l'idée, je sais pas, il y a une marque qui veut, entre guillemets, faire de la pub de son produit, elle va vous contactez. Vous allez après faire du média, que ce soit via des articles, via de la presse, via des médias en ligne, donc ça peut être, je sais pas, Crypto, Journal du Coin, The Big Whale, peu importe. Et après, via aussi des vidéos YouTube, via des influenceurs. Ouais, c'est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que ça, en fait, ça représente un produit spécifique d'Edge Consulting. Aujourd'hui, Edge Consulting en a 3. Pour te représenter tout ça, en fait, alors je sais pas si tu veux qu'on revienne sur depuis le début ou si je décris juste tu veux décrire juste les 3 produits, après on fera un peu le début. En fait, ce qu'on a commencé par faire, c'est vraiment de la communication. Donc c'est de l'exécution de campagne de communication. Donc ça, on a une marque qui vient nous voir, qui souhaite se développer. Au début, on le faisait que sur la France, maintenant on le fait partout en Europe, qui nous dit voilà, on a tant de budget, notre objectif c'est ça, que ce soit de l'acquisition utilisateur, que ce soit du branding, que ce soit quoi qu'est-ce. Nous, on va lui dire ok, tu as ce budget-là, ça c'est ton objectif, on va stratégiser le tout, et ensuite on va délivrer. Donc on va aller voir nos partenaires, on va discuter avec eux, on va leur dire voilà, si ton prix de base c'est tant, quelle décote est-ce que tu peux m'offrir pour que cette décote soit ma marge et que mon client final gagne du temps sans payer plus. Ça a toujours été le motto de la boîte. Et c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Donc ça, on fait ça partout en Europe. Sur le produit de communication à visée user acquisition, donc acquisition d'utilisateurs, tu as effectivement tout ce qui est créateur, médias, bannières, etc. Et après, sur tout le côté branding, tu as tout ce qui est plateau télévision, tu as tout ce qui est événements, bien évidemment. Et ensuite, on va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on fait des placements au cinéma. On travaille avec Amazon, on travaille avec Netflix, on travaille avec Paramount, sur des placements dans des films. On avait travaillé sur le dernier film de Emilia Clarke, tu sais, la mère des dragons. Je connais pas. Tu connais pas? Non. C'est la reine, en fait, dans Game of Thrones. Et son dernier film, c'est un film qui s'appelle The Pod Generation, et on avait placé Multiverse X. Et ça a été la première fois qu'on en a fait il y a un petit peu plus d'1 an et demi. Et aujourd'hui, on a plein d'opportunités différentes, de gros films ou plus petits. On a des choses aussi un peu plus locales. Sur des films français. Canal+. Canal+, et pas que. Mais voilà, on travaille aussi avec Amazon Prime, on travaille aussi avec Disney, etc. Marvel aussi plus récemment. Voilà. Et ça, c'est un petit truc qu'on fait. C'est un petit truc, mais c'est génial. Parce que cool. C'est des montants qui sont conséquents, donc c'est des activations que tu fais peut-être 1 ou 2 fois par an, mais c'est des choses qui sont vraiment super à organiser parce que tu peux aller vraiment très très loin. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui est commit, tu peux même faire changer le script. En fonction de ce que tu veux faire. Et c'est pas un petit script, c'est-à-dire que là on parle de vrais gros scripts sur lesquels tu as des centaines de personnes qui travaillent. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, donc ça c'est vraiment sur la partie communication. Et ensuite en amont de ça, on a toute la partie stratégie de communication. Donc là, c'est quand une marque a déjà son branding, déjà ses comptes Twitter, enfin ses comptes réseaux sociaux, et qu'ils ont besoin d'amélioration. Donc là, on va les aider. C'est du temps en fait qu'on facture, et on va aider sur toute la stratégie autour de ça. Mais on fait aussi quelque chose depuis un petit peu plus d'1 an qui est beaucoup plus stratégique. Et là, en fait, c'est de l'accompagnement sur la stratégie marketing. Et donc en fait, on va discuter beaucoup plus longuement avec l'entreprise. C'est des missions de entre 3 et 6 mois généralement. On va comprendre ce que l'entreprise fait. On va comprendre ce que l'entreprise pense d'elle-même. Ensuite, on va aller interroger le marché. On va essayer de comprendre ce que le marché pense de ce type d'entreprise. On va confronter les deux. Et on va pouvoir ensuite dire à l'entreprise, est-ce que tu vas dans la bonne direction ou pas? Et ça, c'est vraiment un gros travail qu'on fait en ce moment. Et c'est le plus passionnant parce que ça nous permet vraiment de configurer énormément de choses sur lesquelles on peut associer une stratégie de communication puis une exécution de campagne de communication. Donc on fait on a vraiment une chaîne de valeur complète, quoi. Merci pour ce petit laïus sur ce que vous faites de manière générale. Et pour venir sur les influenceurs, du coup, comment toi, tu t'assures aujourd'hui de sélectionner les influenceurs, déjà des influenceurs, tu vois, sur lesquels il n'y aura pas des casseroles après, qui vont être associés à la marque que l'influenceur va défendre à travers une campagne de communication? Et surtout aussi, comment j'imagine que tu as des exigences, par exemple, t'assurer que l'influenceur va bien dire, voilà, c'est un contenu sponsor, ce genre de choses. Alors, il y a plusieurs questions dans ce que tu me demandes. La première, c'est comment tu sélectionnes les partenaires avec qui tu travailles. Et la deuxième, c'est comment tu t'assures qu'ils respectent les règles. La première, comment tu choisis les partenaires avec qui tu travailles. Globalement, c'est est-ce que c'est du contenu qui est bien fait,
qui apporte de la valeur, ou est-ce que c'est juste du copier-coller d'un autre créateur, parce que ça, il y en a plein. Est-ce que c'est fait dans les règles? Est-ce que les partenaires de la chaîne, s'il en existe, parce que certains n'en ont pas encore, sont des partenaires qui sont respectables, qui font les choses dans les règles et qui font pas n'importe quoi? Donc en fait, tu fais une due diligence sur ton partenaire, au même titre que nous, on fait des due diligence sur nos clients, qui pourraient être plus poussés dans le cadre de Leadify, comme on a dit tout à l'heure, mais c'est quand même un process qui est assez long, ce qui nous a permis d'avoir que quelques erreurs sur plus de 250 campagnes quand même. On fait ces due deals pour les entreprises avec qui on travaille, mais on fait aussi ces due deals pour les partenaires. Alors, ça veut pas dire qu'on va te demander absolument tout, ton justificatif de domicile et tout, c'est pas ça, mais on fait une due deal sur le contenu qui a été fait. La personne, c'est moins important parce que c'est pas la personne qui va vraiment mettre en avant la marque ou notre partenaire, c'est le créateur ou la créatrice. Et donc, on va vraiment regarder ça au peigne fin. Et ensuite, comment on s'assure que c'est bien respecté? On a toute une partie pré-prod, en fait. Quand on lance une campagne de communication, on a toute une partie de préparation. On va s'assurer avec la marque que tous les talking points ont bien été respectés, donc les éléments que la marque souhaite que le partenaire ou la partenaire promulgue. Donc tu as tous ces éléments-là, tout ce qui est nature de contenu, timing, etc. Et en plus de ça, il y a les règles à respecter. Donc d'une part, tu nous fais valider le script ou le contenu quand c'est bon. Le disclaimer est censé être là. Si c'est juste un placement, le disclaimer est censé être là. Si c'est un placement un peu plus abouti qui va toucher par exemple à du gambling ou quelque chose comme ça, je dis ça parce qu'on travaille un petit peu avec DYDX en ce moment sur les prediction markets. Et les prediction markets, c'est proche de Polymarket. Polymarket, ça peut être associé à du gambling. DYDX est décentralisé, donc par définition, il n'y a pas de problème. Sauf que nous, on est obligé de dire à nos partenaires, les gars, faites super attention, c'est dans nos documents, dans nos mails, dans nos échanges, faites super attention parce que ça peut être associé à ça. Donc, disclaimer, jouer comporte les risques. Polymarket, je précise, c'est une plateforme dans laquelle tu peux prédire sur des actions de la vraie vie, par exemple. Est-ce que c'est Trump qui va être élu président ou Kamala Harris? Voilà. C'est ça, qui est le vote principal sur lequel les spéculateurs spéculent aujourd'hui. Ça marche. Mais très risqué. Donc, il faut faire super attention et il faut mettre les disclaimers. Il faut éduquer sa communauté. Bien sûr. Et comment toi, tu perçois aujourd'hui le monde de l'influence? J'imagine que c'est quand même plus régulé qu'avant, où il y a toujours plein de dérives encore. Il y en a. En fait, ça dépend ce que tu fais. Pour le coup, ma réponse c'est plutôt comment je pourrais dire ça. Dans tous les cas, il y a toujours des problèmes. Clairement, ça on va pas se cacher. C'est juste que en fonction du marché dans lequel tu fais de l'influence, tu vas pas avoir les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais de l'influence en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie. Globalement, ils ont tous les mêmes règles. Donc, sur ces marchés-là, on n'a pas trop de problèmes. Parce que globalement, tout le monde est à peu près au courant. Tout le monde a une société qui est enregistrée avec des bonnes factures qui vont bien. Parce qu'il y a encore 2 ans, c'est tous les paiements en USDT. Ah oui, d'accord. Le nombre d'influenceurs avec qui on a dû dire non parce que les mecs étaient en mode « Ah bah si, moi je veux juste un virement en USDT. » Bah ta facture. Ouais. Et puis, non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Donc déjà, ça te permet une grosse sélection. Et puis même, il y a des fois où on travaillait avec des partenaires, avec des clients pour trouver des créateurs qui leur convenaient. Donc, en fait, ils nous sous-traitent aussi la partie due diligence, où on tombait sur des mecs qui étaient dans des call centers, quoi. Et quand tu tombes sur quelqu'un qui est dans un call center, généralement t'as pas une petite société qui va bien avec une bonne facture, non, ça n'existe pas ça. C'est l'adresse USDT, pose pas de questions, c'est un TRC20, t'inquiète, ça va bien se passer. Donc ça existe toujours. Nous on travaille pas avec ces gens-là, mais ça existe toujours. Et on a des partenaires aujourd'hui qui nous confient en fait toute la gestion de leurs créateurs et de leurs médias et de leurs journalistes, etc. Et nous, dans nos règles et dans nos contrats, c'est si le mec ou la personne en question n'a pas ce qu'il faut, c'est niet. C'est-à-dire qu'on peut perdre le contrat, ça me dérange pas. C'est pas grave. Donc non. Sur la partie Web3, il y a toujours des dérives, il y a toujours de l'influence où c'est pas disclaim. Donc en gros, la personne est rémunérée pour, mais c'est pas le cas. Ouais. C'est ça. Et soit les payer en token, soit juste les payer en USDT. Ouais, c'est ça. Et en fait, après, c'est pour ça que je te disais par rapport au pays, ça dépend. C'est-à-dire que si la personne est enregistrée, je dis n'importe quoi, aux Émirats et que son audience, elle est moldave, est-ce que tu te fies? Alors normalement tu dois te fier aux règles qui concernent les personnes à qui tu t'adresses toujours. Même si t'es loin, même si t'es basé à Malte et que t'as une audience française, tu prends les règles de la France, comme ça t'es tranquille. Mais en fait il y a plein de créateurs qui communiquent en anglais, qui sont un peu partout, on sait pas trop où, et qui pour le coup eux sont soumis à très peu de règles. Et donc en fait là t'as beaucoup de dérives. Est-ce qu'on fait beaucoup de ça nous? Non.
Très honnêtement, c'est pas là où on a le meilleur réseau, je vais être honnête. Mais c'est aussi par sécurité, c'est par choix. Aujourd'hui, on n'est pas les plus pertinents pour quelque chose qui est très poussé, par exemple Real World Assets. Tu vois. On a le réseau pour, on peut faire des introductions avec des personnes qui le sont, mais comme du coup tu dois travailler avec des créateurs qui sont pas vraiment dans les règles, on préfère s'en tenir un peu plus loin le temps que ça se régule et le temps qu'on puisse faire les choses proprement. On a le temps, on n'est pas pressé, donc on peut attendre quelques années. Et bon, parlons quand même de projets que vous avez accompagnés où ça s'est bien passé. Ouais, il y en a eu quelques-uns. T'as un exemple qui te vient en tête Ouais, j'en ai plein. On a travaillé avec une soixantaine d'entreprises sur les 4 dernières années. Notre objectif, c'est pas de bosser avec tout le monde. Notre objectif, c'est vraiment de bosser avec ceux qui apportent quelque chose sur le marché, sauf des ICO cachés. Mais pour le coup, j'ai plein d'exemples. Un exemple spécifique qui me vient en tête là, c'était, on a un client qui avait organisé un événement à Paris, qui pour le coup était à portée internationale. Donc c'était un layer one que beaucoup de gens connaissaient. Ils avaient organisé un événement à Paris pour annoncer un rebranding, pour annoncer plein de choses, pour annoncer, je crois, 5 ou 6 nouveaux produits. Tout un événement, énormément de budget alloué à ça. L'annonce est faite. Et personne n'en parle. Le CEO nous appelle, on était sur place avec l'équipe. Le CEO nous appelle, il nous dit les gars, je suis désolé, il faut que vous preniez le relais, mais là il n'y a pas assez de bruit, ça me frustre. Vous avez des équipes marketing en interne ou Oui, bien sûr, il avait une équipe marketing, mais les résultats n'étaient pas à hauteur de ce qu'il voulait, tu vois. Donc il nous appelle, il dit les gars, je suis désolé, normalement c'est pas à vous que je demande ça, mais là j'ai besoin de mecs qui vont assurer sur le truc, vous avez carte blanche, vous avez 48 heures. Pendant 48 heures, on avait une dizaine de pays, une dizaine de partenaires dans chaque pays. On était 5 à gérer ça, 5 ou 6 je crois, parce qu'il y avait une personne externe de Dash Consulting qui était avec nous, et pendant 48 heures on a délivré, et ça c'est incroyable, parce que du coup t'appelles tout le monde, t'as un responsable France, Allemagne, Espagne, Pologne, t'as un responsable Japon, Chine, Corée, et en fait tu fais tout sur le tas. Et ça, c'est vraiment de la communication qui est incroyable, parce que du coup, tu as les moyens que tu veux. Faut toujours faire attention, bien évidemment, à qui tu le distribues, mais tu as les moyens que tu veux. T'es dans le rush, donc t'as ce côté adrénaline qui est super cool, et tu travailles pour une marque que tu kiffes. Et pour le coup, ils avaient vraiment travaillé pendant très longtemps. On était proche de ce client depuis très longtemps, donc il y avait aussi ce côté un petit peu personnel. Mais le fait qu'ils disent voilà, ça n'a pas suivi de mon côté, on vous fait confiance pour faire ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Et c'est ce que ont fait certaines marques depuis, qui sont des partenaires historiques d'Edge Consulting. Ça me fait penser à une deuxième anecdote aussi dans ce sens-là. Alors là, pour le coup, c'est un peu différent parce que c'était une anecdote où... c'est une situation où on a fait une erreur qui s'est transformée en une des meilleures relations que j'ai eues de l'histoire d'Edge Consulting. Tu peux citer la boîte. D'ailleurs, le projet d'avant aussi, tu peux citer la boîte. C'était Multiversix. Le premier, c'était Multiversix, qui s'appelait Elrond avant. Voilà. Et en fait, quand ils ont changé le nom... Voilà. Donc non, il y avait besoin de faire un petit effort à ce niveau-là, et on a beaucoup aidé. Et pour la deuxième entreprise, alors je pourrais pas la nommer pour plein de raisons, mais c'est un partenaire très proche d'Edge Consulting, donc c'est pas très dur de les trouver. Mais en gros, c'est une entreprise avec qui on a commencé à travailler avant FTX. On a commencé à discuter avec eux en avril 2022, quelque chose comme ça. Peut-être juste avant Luna, parce que je crois que Luna c'était le 9 mai, un truc comme ça. Et on avait une mission avec eux qui avait commencé quelques mois après, où là pour le coup c'était vraiment, on les aidait sur la partie stratégie de communication, donc le deuxième produit, entre le marketing et l'exécution de communication, la stratégie de communication. Et on a fait une erreur. Il y avait beaucoup de choses qui ne pouvaient pas révéler au marché pour plein de raisons différentes sur lesquelles je ne peux pas revenir. Et il y a une erreur qui a été faite par l'équipe, qui est de ma responsabilité du coup, où en fait il y avait eu des éléments qui avaient été envoyés à des personnes qui n'étaient pas censées le savoir. J'étais en vacances à ce moment-là. C'était ma seule semaine de vacances de l'année. On venait de signer le contrat, mais ça faisait 3 semaines qu'on avait signé le contrat. Ça faisait quasiment un an et demi que je me battais pour le contrat. On venait de le signer. Un des gars de l'équipe m'appelle, il me dit que ça a été fait comme prévu. C'était pas prévu. Très mauvaise réaction. Je suis pas content du tout à ce moment-là, forcément. Qu'est-ce qui était fait, pardon, j'ai pas... Alors en fait, il y a des messages qui ont été envoyés avec des informations qui n'étaient pas censées être envoyées. D'accord. Et donc il y a des personnes qui ont reçu des informations qu'ils n'étaient pas censés recevoir. D'accord. Et ça aurait pu complètement partir en couille. Et en fait, là j'ai eu un dilemme et je me suis dit ok, c'est soit on fait comme si rien ne s'était passé, on cache un peu le truc sous le tapis et on voit ce que ça donne, soit j'appelle tout de suite le CMO alors qu'il est 5h30 du matin chez lui parce qu'il est en Asie. Et on voit ce qui se passe. Deuxième option, tout de suite. J'ai même pas réfléchi une seule seconde. Je l'ai appelé, il me répond un peu groggy, tu vois. Je lui dis ce qui se passe, et là il me répond fuck, comme ça. Je m'en souviens toute ma vie.
Et il me dit écoute, je te rappelle. Je sais pas quoi te dire, je te rappelle. Mais je comprends le contexte, c'était sur une communication qui avait déjà eu lieu Non, en fait, c'était pour une campagne de communication qu'on était en train de préparer. D'accord. Et pour le coup, la préparation n'avait pas été assez minutieuse parce que du coup, il y avait eu des éléments qui avaient été envoyés à des personnes qu'on ne devait pas contacter. L'attaque a fuité. Voilà, tout simplement. Et donc, tu vois, breach de NDA et tout ça. Hein, donc derrière, c'est beaucoup de conséquences légales. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup réfléchi. Je me suis dit tout de suite, on le dit. Et en fait, ça a été la meilleure décision de ma vie. Pourquoi ? Parce que le lendemain, il m'a rappelé, il m'a dit écoute, on arrête le contrat. On n'a pas besoin de problème comme ça. C'est déjà assez de stress. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on dise ? Bah oui, ok, aucun problème. Sauf que le niveau de transparence qu'on a eu à ce moment-là leur a fait comprendre ok, ces mecs-là, on peut leur faire confiance. Ça fait maintenant plus de 2 ans, enfin au total plus de 2 ans et demi qu'on travaille avec eux. Ça fait partie des équipes les plus performantes que j'ai connues en 7 ans dans le marché. Et je suis super fier de bosser avec ces mecs-là. Et ils sont au courant de cette histoire. Voilà, il n'y a pas de cash. J'éviterai de dire le nom pour plein de raisons, mais ça, on en est vraiment fiers et on les a aidés sur plein de choses en Europe, quoi. Ok, marrant. Et comment ça s'est passé d'ailleurs la création d'Edge Consulting ? Enfin, ça existait déjà, toi t'es arrivé ou vous l'avez créé ensemble ? Alors légalement oui, mais légalement à la base c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. En fait, si tu veux toute l'histoire, moi j'ai commencé la crypto fin 2017. Donc j'ai commencé en tant qu'Exit Liquidity en 2017. Il y a un client avec qui je discutais qui m'avait donné cette phrase, je la trouve géniale. J'ai commencé en tant qu'Exit Liquidity fin 2017, donc vraiment pic au top. Hein. Premier Ether, je l'ai acheté à $800. T'es en positif là. Ouais, mais tu vas comprendre que non, en fait, parce que c'est quelqu'un dans ma classe de première année d'école qui m'en avait parlé. Et tu sais, moi j'ai passé beaucoup de temps sur les jeux vidéo dans ma vie. J'ai foiré ma prépa à cause de Battlefield. J'ai failli foirer mon école à cause de League of Legends. Au final, c'est bon, j'ai eu la dernière, mais donc je passais beaucoup de temps sur jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com, qui est un forum, qui est un forum, qui est un site web avec plein d'actualités, mais il y a aussi des forums de discussion. Ceux qui connaissent ont déjà compris ce que je vais dire. Il y avait un forum finance, et sur ce forum finance, ça parlait beaucoup de crypto à l'époque. Et en fait, il y avait quelqu'un dans ma classe qui m'a parlé de ça. Tu connais Bitcoin, tu connais Ether ? Je me dis oui, j'en ai connu, j'en connais un petit peu, tu vois, mais franchement, je suis pas investi, ça m'intéresse pas trop. Il me dit bah ouais, il y a ce truc. Je suis allé lire un thread sur le forum finance. Je me suis dit c'est génial. C'était un peu le FTT avant l'heure, en gros. Une token de plateforme d'échange. Il y a plein de personnes de l'écosystème qui sont haut placées dans l'écosystème aujourd'hui qui ont perdu en même temps que moi sur cette merde. C'était quoi ? COS. CO2S. Je m'en souviens pas. C'est mort depuis très très longtemps, mais en gros c'était un token de redistribution de profit généré par la plateforme d'échange. Et j'ai mis tout ce que j'avais, toutes mes économies là-dedans. J'ai acheté de l'Ether, j'ai swappé ça pour ce shitcoin et j'ai tout perdu. Donc en fait je suis resté pour la tech parce que j'avais pas le choix, il me restait que ça. Et donc en fait voilà, donc 2018 se passe, 2019 se passe, 2019 il faut que je fasse un choix de master. Je pars en master donc à l'ESCA, qui est une école à Bordeaux, en management. Et en fait, je suis recruté par une entreprise qui est le plus gros acheteur, stockeur, revendeur d'or physique en France. C'est le groupe Ocoff.com qui est géré par monsieur Faure, Jean-François, que je salue d'ailleurs. Et en fait, je suis arrivé en septembre 2019 et l'entreprise, le groupe, allait créer un stablecoin basé sur l'or en 2019. C'était très très tôt. Surtout qu'il n'y avait pas les L2 à l'époque, donc c'était sur Ethereum, donc ça a créé plein de problèmes. Enfin bref, aujourd'hui ils sont PSAN, ça s'est très bien terminé. Et ils avaient besoin de quelqu'un qui connaissait un petit peu les codes crypto pour discuter un petit peu de tout ça et mettre ça sur le devant de la scène. Donc septembre j'arrive, octobre, novembre j'apprends. Parce que l'or c'est compliqué. T'as le gold spot, t'as le gold premium, faut comprendre toutes ces choses-là, comment sont gérés les stocks, etc. Vu que c'est de l'or physique en plus. Et là le concept c'était de dire on émet un jeton sur la blockchain. Ce jeton représente 1 gramme d'or qui est stocké au port franc de Genève. Et en fait la blockchain sert de registre en fait. C'est une blockchain, tokenise de l'or physique. Mais t'avais tout ce discours de pas d'or papier. En plus Tether à l'époque était très shady, donc on avait toute une narrative autour de ça. Courant fin novembre, le CEO envoie un mail, donc le CEO du groupe envoie un mail à tous les associés et il dit voilà, pour Vera One, donc ça s'appelait comme ça à l'époque, le développement technique ça va être ça, développement marketing ça va être ça. Développement technique, moi j'ai rien à dire, j'y connais rien. Et développement marketing, l'objectif était de travailler avec des agences traditionnelles parce que les agences crypto ça n'existait pas à l'époque. Donc il y avait que ça en fait. Et j'ai répondu à Jean-François en perso, donc en one-one, parce que je voulais pas embêter tous les associés, surtout que je venais d'arriver depuis 2 mois, donc je voulais pas non plus que ce soit vraiment le lapin de 2 semaines qui commence à faire n'importe quoi, en lui disant écoutez Jean-François, avec tout le respect que je vous dois, sur le côté technique je peux rien dire, par contre sur le côté marketing faut pas faire ça, faut qu'on travaille avec des influenceurs, faut qu'on travaille avec des créateurs, sauf que des créateurs crypto en 2019 il y en avait 2
globalement, peut-être 3. Il y avait Owen, Le Trône, qui était déjà là à l'époque, qui est toujours actif maintenant, et peut-être un ou deux autres, et quelques médias. Et sauf que j'ai pas du tout répondu à Jean-François en one-one, j'ai répondu à tous les associés. Donc je me suis senti très très con. Okay. Et en fait, il m'a répondu en 15 minutes, il m'a dit « Ok Maxime, vous prenez la direction marketing du projet si vous êtes chaud. » Ok, trop cool. Donc je commence à travailler là-dessus, quelques semaines passent, etc. T'étais assez junior toi finalement à ce moment-là. Mais je venais de commencer, c'était pas ma première expérience professionnelle, mais quasiment. Et ça faisait même pas 2 ans que j'étais dans le marché, donc j'avais des connaissances de base, mais c'était pas non plus le niveau que j'ai aujourd'hui. Et mon pilier en fait dans ma stratégie, c'était de bosser avec Asher, parce que c'est avec Asher que j'avais appris, qui m'avait appris les bases, etc. Donc pour moi c'était normal. Je lui envoie un message sur LinkedIn à Owen. Salut Owen, on est les plus gros acheteurs, stockeurs, revendeurs d'or physique en France, on va tokeniser de l'or, est-ce que tu serais chaud de bosser avec nous? Du grand Owen, il me répond en 5 minutes. Salut Maxime, ça m'intéresse pas du tout. Moi tout ce que je connais c'est la blockchain, l'or physique j'y connais rien, c'est pas mon audience, tu vois. Détruit, donc je ne sais pas quoi faire. Je me retrouve un peu comme un con comme ça en disant putain mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu t'es dit ouais j'ai plus qu'à devenir influenceur Non, en vrai ça m'a même pas traversé l'esprit, j'aurais pu, mais non. J'avais pas du tout le temps ni l'énergie de le faire à l'époque. Enfin l'énergie si, mais le temps non. Et en fait au final on a continué à discuter. Owen a discuté avec Jean-François, donc mon patron de l'époque, et ça s'est fait comme ça. Et en fait Vera One a été le premier client d'H Consulting. Parce que Vera One avait besoin d'expansion en France. La vidéo d'Owen est toujours sur sa chaîne d'ailleurs. Vera One avait besoin d'expansion en France. Ensuite, on a fait des campagnes en Espagne, en Suède, etc. Et du coup, c'était la première fois que Owen testait un petit peu ce truc-là. Il commençait à travailler avec des partenaires, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. Et donc, mars 2020, il y a eu le crack Covid. À cette époque-là, je travaillais encore que pour la boîte qui fournissait de l'or. Et après, t'étais en CDI j'étais en alternance. En alternance, donc j'avais mon master et j'avais ça. Et en fait, mars 2020 a eu lieu. Donc mars 2020, crack Covid, le baril de pétrole qui passe dans le négatif, Bitcoin qui a failli finir à zéro si BitMEX ils avaient pas coupé les algos. C'est ça. Période sombre pour beaucoup de gens, sauf qu'après ça, c'était up only pendant 2 ans. Donc en fait, si tu veux, après ce crack-là, Owen a commencé à avoir beaucoup de demandes sur sa chaîne YouTube. Nous, on s'entendait bien. J'avais un anglais qui était meilleur que le sien, pardon. Donc je pouvais l'aider à développer un petit peu ses relations avec ses annonceurs. Et c'est comme ça qu'on a commencé H Consulting. Sauf que moi, à l'époque, je venais de signer un contrat de 2 ans. Donc je lui ai dit, Owen, bah oui, je veux bien travailler avec toi. C'est un honneur, c'est avec grand plaisir. J'ai 1 an et demi de mission à finir quand même. Et en fait, je suis allé en parler à mon patron de l'époque et je lui ai dit, voilà, Jean-François, j'ai cette opportunité-là, mais d'un autre côté, je vous ai promis que je resterai avec vous pendant 1 an et demi. Je vais pas trahir cette promesse-là. Comment on fait? Et là, je serais toujours hyper reconnaissant de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, écoute, Maxime, s'il y a un moment, il faut que tu t'arraches, c'est maintenant. Donc, tu auras tes objectifs, tu fais tes heures. En dehors de ça, tu fais ce que tu veux. Et donc, le matin, 6h, 9h, je faisais H Consulting. 9h, 17h, 9h, 18h, je faisais mon alternance. Et ensuite, 9h, 22h ou 23h, je travaillais sur H Consulting. Et ça, c'était vraiment les débuts. Et maintenant, on a tellement évolué, ça n'a vraiment rien à voir, mais c'est comme ça que ça a commencé. Et donc voilà, très compliqué à gérer parce que très peu de temps, forcément. J'ai dû sous-traiter mon mémoire de master parce que j'avais pas le temps de le faire. Donc petite pensée à celui qui l'a fait d'ailleurs. Ouais, c'est con parce qu'il y a quelques années près, ChatGPT aurait pu le faire quoi. Mais ouais, mais ça n'existait pas à l'époque. Donc ChatGPT, ça a été mon coloc. donc ouais, non, et c'est passé comme ça. Et voilà. Et donc c'est grâce à ça qu'on a pu lancer H Consulting. Mais voilà, au début c'était vraiment très très France, uniquement influence, uniquement médias. Maintenant, non seulement on fait de la communication qui est beaucoup plus étendue dans le sens où on a tous nos événements, etc., qui est beaucoup plus large, mais surtout on remonte beaucoup plus loin dans la chaîne de valeur. Donc voilà, communication, stratégie, etc. Ok, très clair.